Les histoires du crime. Matteo Ferrux. Aujourd'hui, une affaire qui a fait régner la psychose dans les années 70 dans l'Oise, plus particulièrement à Nogent-sur-Oise, l'affaire Marcel Barbeau. Il est l'auteur de 8 homicides et de 3 tentatives d'homicide, ce qui lui a valu le surnom de tueur de l'ombre. Bienvenue dans les histoires du crime. Le début de notre histoire se déroule en 1969 à Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, une commune située dans le district urbain industriel de Creil, à une 50aine de kilomètres de la capitale. Nogent-sur-Oise est reliée par une artère routière qui rejoint la RN16, mais est également reliée par une ligne de chemin de fer reliant Paris à Amiens. Nous sommes le soir du 10 janvier 1969. C'est l'hiver et la nuit tombe rapidement. Françoise Lecron, épouse d'un ingénieur de l'usine Saint-Gobain, est dans son pavillon situé non loin d'une chemin de fer. Ce soir-là, alors qu'elle cuisine en attendant le retour de son mari, elle entend une lourde détonation et ressent une grande douleur à l'épaule. Quelques secondes plus tard, Françoise Lecron s'écroule. Françoise avait été touchée par un tir de carabine à travers la fenêtre de son pavillon. Heureusement, elle n'est que légèrement blessée, la balle n'ayant pas touché d'organes vitaux. Les policiers de la brigade de Nogent-sur-Oise sont immédiatement appelés et interrogent Madame Lecron. « Avez-vous eu le temps de voir votre agresseur ?»« Oh bah, vous savez, les choses se sont passées rapidement et je n'ai pas eu le temps de le voir, malheureusement. »« Vous avez des ennemis dans la région, Madame Lecron ?»« Moi ? Non. Mais mon mari est l'un des dirigeants de Saint-Gobain et il négocie actuellement le rachat d'une entreprise de la région. C'est sûrement qu'une intimidation. » Les policiers n'iront pas plus loin, faute de preuves, mais gardent quand même l'œil ouvert. Et ils ont eu raison. Quatre jours après la tentative d'assassinat de Françoise Lecron, une nouvelle tentative intervient. Cette fois-ci, cela visait Michèle Louvet, 17 ans. Elle regagnait le domicile de ses parents dans la nuit. Dans la rue, elle entendait, elle aussi, une détonation. Comme Françoise Lecron, elle ressent une forte douleur au ventre. Et elle s'écroule aussi. La police déterminera que la détonation vient d'un tir de bosquet. Michel n'a également pas vu son agresseur. Il faisait déjà nuit noire et le tueur était déjà parti après l'avoir touché. Comme si c'était un plaisir pour lui. La police rapproche déjà les deux agressions aux agissements plutôt similaires. Ce tueur parvient déjà à avoir un surnom, donné à cœur joie par la presse locale, le tueur de l'ombre. Une semaine plus tard, le tueur de l'ombre frappe encore. Thérèse Adam, 49 ans, est une représentante en cosmétique. Comme chaque soir, elle regagne son domicile, elle se gare, sort de sa voiture, et c'est là qu'un mystérieux homme lui tombe dessus. Il assomme Thérèse avant de définitivement la tuer d'une balle de calibre 22 LR dans la nuque. C'est la première fois que le tueur de l'ombre tue. Le corps de Thérèse Adam sera retrouvé le lendemain matin par un passant.
Son corps avait été dissimulé dans un fourré le long de la voie ferrée située non loin du domicile de la victime. Évidemment, à l'annonce de cette nouvelle, la ville est en émoi. Comment cela a pu arriver ? Après cela, Nogent-sur-Oise retrouve son calme, en essayant tout de même d'oublier ce drame qui n'a jamais été expliqué. Presque un an s'écoule, et une nouvelle fois, il frappe. Le 16 novembre 1969, au soir, un homme pénètre dans un pavillon isolé. Son visage était dissimulé sous un foulard rouge, et il portait un ciré de pêcheur marron. Sous les yeux de Suzanne Mérienne, 44 ans, et de sa fille Micheline, 19 ans, il brandit une carabine et les tient en joue. Démarre alors un cauchemar pour les deux femmes. Il les traîne à travers le jardin, jusqu'à un terrain boueux près de la ligne de chemin de fer. Il sépare les deux femmes, ligote Suzanne et, sans explication particulière, la tue froidement d'une balle dans la tempe. Pendant ce temps, Micheline, elle, a eu le réflexe et le temps de s'enfuir. Son deuxième réflexe a été de se rendre immédiatement au commissariat de Creil. Devant les policiers, épouvantée, elle décrit. C'était un homme. Il était grand et bien bâti. Et il a des yeux de chat. Je m'en souviens très bien de son regard. À ce moment de l'histoire, les policiers n'ont plus de doute et font le lien entre les 4 agressions perpétuées en 1969. Nogent-sur-Oise devient le théâtre de crimes perpétrés par le tueur de l'ombre. La presse nationale, les radios, les télévisions dépêchent leurs reporters et le tueur de l'ombre fait la une de tous les journaux nationaux. Les 4 agressions avaient tous un point commun. Les victimes étaient toutes des femmes aux cheveux bruns. La psychose s'installe à Nogent-sur-Oise. Une psychose telle que les femmes brunes évitaient de sortir seules dès le crépuscule. On raconte même que les femmes brunes se faisaient faire des teintures pensant éviter le tueur de l'ombre. Étonnamment, pendant plus de 3 ans consécutifs, le tueur de l'ombre ne fait plus parler de lui. Tout le monde pensait qu'il s'était décidé à arrêter ou qu'il avait changé de région. Il s'était trompé. Le 6 février 1973, le tueur de l'ombre décide de reprendre du service et frappe une nouvelle fois. Le corps d'Annick Delisle, âgée de 29 ans, ouvreuse de cinéma, fut retrouvé à demi-nu, proche du centre de Nogent. Le tueur l'avait assommée d'un coup de matraque derrière la tête, avant de la tuer d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. La police fait évidemment rapidement le lien et réouvre le dossier du tueur de l'ombre. Quelques mois plus tard,
dans la nuit du 28 au 29 mai 1973, deux amoureux passent leur soirée dans la voiture d'Eugène Stéphan, âgé de 25 ans. Morissette Weinift, une ouvrière de 23 ans, accompagnait Eugène dans cette voiture, qui était garée en contrebas du cimetière de Laigneville, une autre commune située non loin de Montjean, juste à la lisière de la forêt. Paraît-il que la vue fut splendide. Le lendemain, des ouvriers qui passaient par là sont intrigués par une voiture dont la portière est grande ouverte. Ils s'y dirigent et ils découvrent une scène glaçante. Un corps gît sur le siège avant de la voiture, dans une mare de sang. C'est Eugène Stéphan. Vous me demanderez où est Morissette ? Eh bien, les ouvriers la retrouveront quelques mètres plus loin, tuée elle aussi, sûrement souhaitant s'échapper. Devinez le mode opératoire. C'est pourtant simple. Les deux amoureux avaient été assommés par un coup de matraque dans la nuque, avant eux aussi de mourir d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. La police, qu'en dit-elle ? Eh bien, ils en sont persuadés par le mode opératoire. C'est une nouvelle agression du tueur de l'ombre, bien qu'il se soit attaqué à un couple et non plus à une femme brune, seule. L'hiver suivant cette agression, un nouveau meurtre ne va pas arranger la psychose, déjà bien pesante. Le 8 janvier 1974, le tueur de l'ombre s'introduit au domicile de Josette Routier, une employée de banque de 29 ans, pendant qu'elle n'était pas présente, en grimpant par les balcons de la résidence, et en l'attendant derrière ses doubles rideaux. En rentrant chez elle, Josette Routier est assommée d'un coup de matraque derrière la tête et décède de 2 balles de calibre 5.5 dans la tempe. Il lui avait également arraché ses sous-vêtements. Cela veut dire que le tueur la scrutait depuis longtemps pour connaître ses moindres faits et gestes et connaître son emploi du temps. Les voisins de Josette, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur voisine, découvrent son corps inanimé 3 jours après le meurtre. Ils n'avaient rien entendu et rien vu. C'est en septembre 1974 que les choses vont changer. À la police, l'inspecteur divisionnaire Daniel Neveu fut muté à Creil. C'est notamment Daniel Neveu qui résoudra quelques années plus tard l'affaire d'un autre tueur en série dans l'Oise dont nous parlerons prochainement dans les histoires du crime. Daniel Neveu, jeune policier de 34 ans au parcours sans faute, se voit confier l'affaire du tueur de l'ombre. Et depuis le début de l'enquête, 250 gendarmes et 50 inspecteurs s'étaient mobilisés en permanence dans la région. L'inspecteur divisionnaire Neveu devait lire un énorme dossier constitué depuis 5 ans, et en le lisant, il découvre que les crimes sans mobile avaient été accomplis avec le même mode opératoire. De nuit, dans le froid, un coup de matraque, puis un coup de feu. Néanmoins, le dernier meurtre, celui de Josette Routier, était différent des autres. Le tueur a utilisé un couteau dans un but sexuel. En 1975, avec l'arrivée d'un nouveau commissaire, celui-ci veut que les choses s'accélèrent. Alors les gendarmes fouillent, perquisitionnent et interrogent. Enfin, aucun résultat. L'affaire va prendre une nouvelle tournure avec une nouvelle agression. Le 26 novembre 1975, un habitant de Nogent, originaire du Portugal, vient alerter les policiers. Depuis la veille, il n'a plus de nouvelles de sa nièce, Julia Gonçalves, qu'il hébergeait depuis plus de 4 ans. Julia prenait tous les matins le train de 6h09. Elle traversait chaque matin un grand jardin public situé au plein cœur de la ville. Et bien le lendemain, un employé municipal découvre un corps en ratissant les feuilles sur la berge du ruisseau qui serpente le jardin public. C'était Julia, et elle était dévêtue des genoux
à la poitrine. Après l'enquête, on détermine que l'assassin l'avait attendu, tapi dans l'obscurité, et que lorsque la victime s'est approchée de lui, le tueur l'a assommée d'un violent coup à la tête, avant, elle aussi, de la tuer d'une balle de carabine dans la nuque. Les policiers découvrent aussi les effets personnels de la victime, qui était cachée sous un tas de feuilles. Seulement, le tueur n'a pas été discret cette fois-ci. Un témoin oculaire se présente au commissariat et est reçu par le commissaire Jacob. Je l'ai vu. Vers 5h45. Je suis passé en voiture près du jardin public et je l'ai vu. Il était caché dans les feuillages. Immobile. Vous sauriez me le décrire ? Il était vêtu de sombre. Probablement pour pas se faire voir, bien sûr. C'était plutôt un bon garçon. Et il avait les cheveux noirs, je crois. En revanche, il y a un détail qui m'a frappé. Lequel est-il ? Son regard. Il avait un regard perturbant. Tiens, comme l'avait remarqué Micheline Mérienne, il y a 6 ans. L'inspecteur Neveu élabore une thèse sur cette série de meurtres. Il se rend compte que depuis 10 ans, une dizaine de cambriolages avaient été commis. Par exemple, dans la nuit du 10 août 1973, un pavillon avait été visité par un voleur qui avait emporté un transistor, un bocal à cerises, une montre et une carabine. Plusieurs détails marquent l'inspecteur Neveu, qui déduit que l'auteur de ces cambriolages était un voleur, mais aussi un voyeur. L'assassin qui sévissait depuis quelques années est aussi un voyeur. Le matin du 6 janvier 1976, une jeune femme brune de 21 ans quitte le domicile où vivaient ses parents pour se rendre au travail. Françoise Jakubowska est secrétaire administrative à EDF. Il faisait encore nuit et la pluie commença à tomber sur la route qui menait à la gare de Villers-Saint-Paul, près de Creil. C'était une petite halte SNCF sur la ligne Paris-Bruxelles, construite en pleine nature. Un homme se jette soudain sur elle et lui assène un coup de matraque derrière la tête. Il lui porta ensuite plusieurs coups de poignard d'une rare violence dans la poitrine. Il braqua le canon d'une carabine 22 long rifle sur la tempe de la jeune femme et tira. Ensuite, il la dénuda des genoux à la poitrine. Il lui arracha ses bas et fit glisser sa culotte sur ses chevilles. Ensuite, le meurtrier disparut sans laisser de traces. C'est une pensionnaire de l'hôtel de la gare de Villers-Saint-Paul qui va la retrouver. Malgré le peu d'indices, c'était sûr, le tueur de l'ombre a encore frappé et a fait une nouvelle victime. Par la suite, on apprendra que Maria D., une jeune femme de ménage de 35 ans, d'origine portugaise, déclare par la suite aux enquêteurs avoir été suivie à plusieurs reprises depuis le début de l'année par un homme grand et brun dont le visage était dissimulé par un foulard. À chaque fois, cela s'était passé entre 4h et 5h du matin, lorsqu'elle se rendait à son travail, jusqu'au jour où elle s'est fait accompagner. L'homme avait bien sûr alors disparu sur son vélomoteur. Dans son témoignage, elle évoque, comme les 2 autres témoins, le regard perçant de l'homme. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.